Alors, bonjour, mesdames, messieurs, tout le monde qui sont présents aujourd'hui à ce webinaire de la chaire UNESCO de recherche appliquée pour l'éducation en prison, qui aura pour terme aujourd'hui favoriser l'insertion et la réintégration communautaire des mineurs en contexte pénitentiaire, des approches innovantes au Burkina Faso et en République démocratique du Congo. On est très heureux de reprendre la série de webinaires de la chaire en collaboration avec l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie et l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes. Pour la première fois en cette relativement nouvelle année 2025, on a pris une toute petite pause cette année pour organiser les rencontres internationales de Montréal sur l'éducation en prison où nos deux présentateurs d'aujourd'hui étaient censés présenter leurs travaux. Pour toutes sortes de raisons dont je ne donnerai pas nécessairement les détails, ils n'ont pas été en mesure de se joindre à nous à Montréal au mois d'octobre et donc on a pris sur nous disons, on en a profité en fait pour leur donner l'occasion de présenter leurs travaux dans la série de webinaires de la chaire et on est très heureux aujourd'hui de pouvoir accueillir deux chercheurs très renommés dans leur domaine et très important pour nous de partager leurs travaux. Avant de passer au webinaire comme tel, je vais donner simplement une petite instruction pour le déroulement de l'interprétation. Si vous avez besoin d'interprétation, puisque le webinaire d'aujourd'hui se présentera en français et que vous parlez bref, si vous parlez espagnol ou vous parlez anglais ou français, vous pouvez cliquer sur le module d'interprétation qui se trouve sur votre application Zoom en cliquant sur le petit globe terrestre et sélectionner la langue de votre choix. If you'd prefer to have an interpreted version of this webinar, if you are speaking another language than French, you can use the interpretation module from the Zoom application. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Ama Tieni, dont je vous fais une brève biographie avant de l'inviter à se joindre à nous en allumant sa caméra pour présenter ses travaux. Alors, Ama Tieni est doctorant en sociologie au laboratoire du groupe de recherche sur l'initiative locale de l'Université Joseph Ki-Zerbo. Il consacre ses recherches à l'étude des dynamiques carcérales et des perceptions des détenus poursuivis pour des faits de terrorisme face à la crise sécuritaire au Burkina Faso. Sa thèse explore les processus de radicalisation, la gestion pénitentiaire et les enjeux de réinsertion sociale de ces détenus, en s'appuyant sur les conceptions collectives de la paix ancrées dans les paradigmes locaux. Préalablement, ses travaux de master en sociologie portaient sur la stratégie d'adaptation des mineurs incarcérés à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, la MACO. Et c'est de ça, principalement, dont il nous parlera aujourd'hui. Et je l'invite maintenant à démarrer sa présentation s'il le souhaite. Ama, il faut rouvrir ton micro. Simplement réactiver le son. Ouais, Ouais, voilà, bonjour, c'est fait. bonjour tout le monde. Bonjour à la chaire UNESCO. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en direct. Donc, je vais partager mon écran. Je pense que c'est bon. Oui, c'est bon, merci. OK, d'accord. Parfait. Donc, OK, donc je me présente. Je m'appelle Thierry Hama, comme on l'a dit. Effectivement, je suis doctorant en sociologie politique. Euh, je suis au niveau du groupe de recherche sur les initiatives locales GRID de l'Université Zoki-Zelaya. Donc, je remercie la chaire UNESCO pour l'occasion qu'elle m'offre de présenter mes travaux qui se sont déroulés à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou courant 2020-2021. Donc, je remercie tout le monde et je salue tous ceux qui sont en ligne et qui nous suivent actuellement.
Donc, ma communication va porter sur l'insertion et la réintégration communautaire des mineurs en contexte pénitentiaire. Donc, je vais présenter une approche innovante qui est mise en place à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Donc, pour ce qui est du plan de la présentation, on aura d'abord un contexte général du sujet. Ensuite, on aura un contexte de la détention et de la réinsertion sociale des mineurs au Burkina Faso. Ensuite, nous allons revenir sur le cadre juridique et institutionnel. Jurídico e Ensuite, nous allons voir institucional, les défis luego en matière de the réinsertion sociale challenges des that we mineurs. have in Puis, social nous allons faire un focus sur le programme socio-professionnel euh, qui est mis en place à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Et nous allons aussi voir les enjeux et perspectives pour l'amélioration de ce programme-là. Et nous allons terminer par des recommandations. Alors, quelle lecture peut-on alors faire de la population carcérale au Burkina Faso à la date du 31 décembre 2022? Donc, il faut dire que selon les statistiques du ministère en charge de la justice 2022, environ 7 401 personnes sont incarcérées dans les prisons burkinabées pour 5 228 places, voilà, dont 1,5% de femmes, 2% de mineurs et 4,1% de ressortissants étrangers. Donc, parmi ces personnes incarcérées, on a 36,1% de personnes en situation de détention provisoire. Donc, le taux de la surpopulation carcérale est d'environ 141,6% et voire même 200% dans ces établissements pénitentiaires. Donc, il faut comprendre que la cible qui nous intéresse ici, ce sont les mineurs. Donc, on comprend bien que la détention des mineurs est un enjeu de société majeur, voilà, car leur incarcération, évidemment, impacte leur avenir et leur insertion sociale. Donc, au Burkina Faso, les mineurs en conflit avec la loi voilà, leur gestion, en fait, révèle des défis à la caractère structurel et sociaux, voilà, et cette situation compromet leur réintégration. Donc, il est essentiel, de ce fait, il est essentiel de mettre en place des stratégies adaptées pour éviter la récidive et assurer leur inclusion sociale. Donc, il faut dire que l'objectif de la présente présentation, en fait, pas l'objectif, mais en fait, la présente présentation même s'inspire des travaux que j'ai eu à mener au niveau de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou à la suite de l'obtention d'une autorisation d'accès spécial. Voilà, donc, et cette étude-là, comme je l'ai dit tantôt, s'est passée entre 2020 et 2021. Donc, les objectifs de la présente communication, c'est de montrer l'importance de la réinsertion sociale des mineurs incarcérés, c'est de présenter une approche innovante que j'ai pu remarquer de mes recherches à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, qui est l'initiation professionnelle dont les mineurs bénéficient, et aussi proposer des perspectives pour améliorer la prise en charge et la réintégration post-carcérale de ces mineurs-là. Donc, quel est l'état de la réinsertion sociale des mineurs au Burkina Faso? Donc, on dit que le processus de réinsertion sociale des détenus permet de mettre à profit la durée de la détention des condamnés. Donc, évidemment, c'est plus au Burkina Faso. La réinsertion sociale concerne les mineurs, disons, les détenus qui sont déjà condamnés. Voilà, donc, les inculpés et les prévenus ne sont pas concernés par la réinsertion sociale. Donc, quand on parle de réinsertion sociale au Burkina Faso, on fait référence aux personnes qui sont déjà condamnées par l'appareil judiciaire et qui sont incarcérées dans les établissements pénitentiaires. Donc, il faut dire qu'en 2016, le nombre de mineurs privés de liberté ayant bénéficié au moins d'un programme de réinsertion était de 1148 contre 498 en 2015. Donc, on a une croissance de 230,52%. Et concernant ces mêmes mesures-là, comparées avec les femmes, on se rend compte que pour les femmes de 193 qui ont bénéficié du programme de réinsertion sociale, on est passé à 375 en 2016, soit une croissance de 194,30%. Donc, on comprend évidemment que il y a beaucoup d'actions qui sont menées au profit des enfants comparées aux femmes. Donc, évidemment, peut-être que c'est parce que le nombre d'enfants aussi dans les prisons, voilà, dépasse le nombre de femmes. Alors, il faut dire que si la réinsertion sociale peut être considérée comme
quelque chose d'effectif au Burkina Faso, il reste que sa portée est limitée car ne prenant pas en compte les aspects post-détention. Donc, c'est-à-dire que le suivi post-carcéral des détenus ayant bénéficié de formations professionnelles au sein des établissements pénitentiaires, elle n'est pas, elle est inexistante, si on peut le dire ainsi. Voilà, elle est insuffisante. Donc, toujours pour ce qui est du contexte de la détention des mineurs, il faut dire que d'après toujours l'annuaire statistique du ministère de la Justice, au Burkina Faso, on a 27 établissements pénitentiaires qui sont répartis sur l'ensemble du territoire national, qui sont, voilà, et répartis sur l'ensemble du territoire. Donc, chaque établissement pénitentiaire intègre un quartier pour mineurs et un quartier pour femmes. Donc, c'est-à-dire que c'est un bloc qui est là, qui concerne et les détenus majeurs et les femmes et les enfants. Donc, actuellement, on a 25 qui sont fonctionnels. Voilà, eux, on a deux, notamment celui de Diapara et de Nouna, voilà, qui, pour des raisons d'insécurité, en fait, voilà, ne sont pas fonctionnels. Donc, pour ce qui est des travailleurs sociaux qui sont mis à la disposition du ministère en charge de la justice et qui travaillent pour la réinsertion sociale des mineurs, à côté, bien sûr, de la garde de sécurité pénitentiaire, voilà, on a 54 travailleurs sociaux. Donc, ces services sociaux-là qui sont au niveau des établissements pénitentiaires relèvent administrativement du ministère de la Justice, mais techniquement, c'est des travailleurs sociaux qui sont formés par le ministère de l'Action humanitaire et de la Solidarité. Donc, que peut-on dire par rapport au cadre juridique et institutionnel? Voilà. Donc, il faut dire que tout ce qui se passe en matière de réinsertion sociale au Burkina Faso s'appuie évidemment sur la politique sectorielle justice et droits humains du ministère de la Justice, voilà, qui balise en quelque sorte les différentes actions qui sont mises en œuvre au profit des mineurs. On a aussi la loi portant protection de l'enfant en conflit avec la loi, qui essaie aussi de mettre en exergue un certain nombre d'alternatives, voilà, et qui sont censées en fait favoriser la réinsertion sociale des enfants. On a aussi une loi portant sur le régime pénitentiaire au Burkina Faso qui essaie aussi en fait d'apporter un certain nombre d'éléments en matière de détention des mineurs. Voilà. Aussi, on a un décret portant création et attribution des services sociaux spécialisés au Burkina Faso. On a un arrêté qui porte sur l'organisation et le fonctionnement de la Direction générale de l'administration pénitentiaire. Nous allons revenir plus tard sur cette direction-là. Et enfin, on a une directive au sein même de la Direction générale, voilà, qui porte sur l'organisation du travail social en milieu pénitentiaire. Je m'excuse, Alors, Ama, il faudrait parler un tout petit peu moins vite pour l'interprétation. Voilà. d'accord. Merci beaucoup. OK. OK. Et donc, toujours par rapport, donc je reviens par rapport à la Direction générale de l'administration pénitentiaire. Il faut dire que cette direction-là, elle est le cadre institutionnel où tout s'effectue. Alors, tout ce qui concerne les actions de réinsertion sociale des mineurs commence au niveau de au niveau de cette direction-là. Donc, c'est une direction du ministère en charge de la justice. Elle a pour mission de contribuer à assurer la sécurité publique tout en favorisant la réinsertion sociale aux détenus. De ce fait, cette direction-là a un plan stratégique de 2021-2025 et qui a 4 axes stratégiques. Donc, le premier axe de cette direction-là, c'est le renforcement de la sécurité pénitentiaire. Le deuxième axe, c'est l'amélioration de l'humanisation des établissements pénitentiaires. Et le troisième axe, c'est l'optimisation de la production pénitentiaire. Et le quatrième axe stratégique, c'est l'amélioration de l'efficacité du pilotage de l'administration pénitentiaire. Donc, aux yeux de cette direction-là, la réinsertion sociale des détenus consiste, voilà, elle est l'une des finalités de ces missions. Voilà. Donc, c'est un processus consistant à réintégrer dans la communauté un détenu en lui faisant bénéficier de mesures spéciales. Alors, de ce fait, il y a un certain nombre d'activités qui ont été identifiées, voilà, au niveau de cette direction-là et qui sont censées participer à la réinsertion des détenus. Donc, on a 4 catégories d'activités qui ont été identifiées au niveau du plan
au niveau du plan stratégique de cette administration pénitentiaire-là. On a des activités de sortie terrain, on a des activités socio-éducatives, on a la formation professionnelle, pré-professionnelle et l'alphabétisation, on a les activités d'assistance sociale. Voilà. Donc, il faut aussi dire que malgré toute cette organisation-là, quand même, il y a un certain nombre de défis, voilà, qui sont là, voilà, dans les établissements pénitentiaires par rapport à la gestion des mineurs en conflit avec la loi. Donc, on a d'abord l'inadaptation de l'infrastructure carcérale. Donc, les établissements pénitentiaires ne sont pas toujours adaptés aux besoins spécifiques des mineurs, notamment le fait qu'il y a cette volonté de former, donc il y a cette volonté de diriger des ateliers de formation. Donc, je trouve que l'infrastructure carcérale n'a pas été pensée de telle sorte à ce qu'on puisse construire, voilà, ces ateliers de formation. Donc, il y a une inadéquation entre ce qui est là et le besoin, en fait, de mettre en place des ateliers, en fait, au niveau spatial, en fait. Donc, toujours par rapport aux défis, on a un manque de ressources, là, donc on dira une insuffisance de ressources. Là, c'est un accès qui est limité à l'éducation, accès limité à l'éducation pour des mineurs, à la formation professionnelle et aux soins psychosociaux. Donc, il y a des activités qui sont menées, mais il y a toujours un certain nombre d'insuffisances qui sont là. Toujours par rapport aux défis, on a la stigmatisation post-carcérale. Donc, nos travaux ont montré que non, il y a une difficulté de l'intégration dans les communautés pour détenir tous les mineurs qui sont passés par les prisons à un régime familial et social. Et aussi, on a un risque de récidive, puisqu'en l'absence de suivi post-carcéral adéquat, certains jeunes replongent facilement dans la délinquance. Donc, en gros, voilà, cette partie-là a consisté à valider un peu pour donner une idée à tout le monde, voilà, par rapport à ce qui existe déjà sur le terrain. Maintenant, nous allons maintenant parler de l'approche innovante, voilà, que nous avons pu constater au cours de nos travaux à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Voilà. Donc, il faut dire que malgré les difficultés que nous avons évoquées, voilà, il y a un programme d'insertion socio-professionnelle qui est mis en place, voilà, dans les établissements pénitentiaires, voilà, mais de façon plus particulière, particulièrement, nous, on a remarqué ce programme d'insertion-là à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, qui est l'une des plus grandes maisons d'arrêt du pays et qui reçoit le plus d'enfants comparé aux autres maisons d'arrêt du pays. Voilà. Donc, cette approche innovante-là consiste à donner aux mineurs des compétences techniques, voilà, pour favoriser non seulement leur adaptation en détention, mais aussi leur réinsertion. Voilà, donc, parmi les formations qui sont proposées au niveau de ce programme d'insertion socio-professionnelle-là, nous avons la menuiserie, nous avons la couture, nous avons la mécanique. Et d'ailleurs, la photo qui est derrière moi, c'est une photo de l'atelier de mécanique, voilà, que j'ai prise lors de mes travaux, lors de mon enquête là-bas. Donc, on a aussi voilà, des ateliers, un atelier de tissage. Et dans ces ateliers-là, on a des moniteurs qui sont là, des moniteurs qui sont qualifiés, voilà, qui sont des professionnels, et il y a des éducateurs parmi eux, et qui sont censés en fait dispenser, initier les enfants à ces métiers-là. Et aussi, on a remarqué qu'il y a des ressources, il y a un certain nombre de ressources, voilà, qui sont liées à l'intégration de ces ateliers-là. Nous allons revenir un peu plus tard sur ces ressources-là. Alors, pour ce qui est du rôle des moniteurs dont nous avons évoqué et leur impact sur les détenus, alors on s'est rendu compte au cours de nos travaux que les moniteurs qui sont au niveau de ces ateliers-là ne se limitent pas à l'enseignement technique seulement. Ils jouent aussi un rôle de mentor et de soutien psychologique pour ces enfants-là. Donc, l'impact qu'on a observé lors de l'enquête, c'est que ces moniteurs-là contribuent à renforcer l'estime de soi au niveau des mineurs. Ils créent un espoir de réinsertion après la libération. On a moins de tension entre les détenus grâce à l'occupation par le travail et l'apprentissage. Et puis, il y a aussi l'orientation des mineurs qui ont des difficultés, voilà, par les moniteurs au niveau du service social de l'établissement pénitentiaire. Parce que ces mineurs-là sont dans ce dispositif-là. Et quand il y a des difficultés,
les moniteurs se font aider par des travailleurs sociaux et qui essaient de stabiliser ces enfants-là afin de faciliter la poursuite de la formation. Toujours par rapport aux ressources dont j'ai évoqué tout de suite, il y a l'intégration au niveau de ces ateliers-là offre un certain nombre de ressources. Voilà. Il y a des ressources matérielles et immatérielles qui sont là au niveau de ces ateliers-là et qui facilitent l'adaptation en détention. Donc, on a des ressources matérielles qui sont là. Là, on a l'équipement de formation qui est là. Voilà, il y a tout un équipement. Dans chaque atelier, il y a un certain nombre d'outils, il y a un certain nombre de machines, il y a un certain nombre d'outils de travail en lien avec l'activité qui sont là. Et on a des manuels pédagogiques pour les questions d'alphabétisation qui sont là, voilà, et qui sont mis à la disposition des enfants et que les moniteurs utilisent pour enseigner, pour montrer aux enfants, pour initier à ces enfants-là, voilà, leur apprentissage, faciliter leur apprentissage. On a des ressources immatérielles aussi qui sont là, un soutien psychosocial, parce qu'une fois que vous êtes dans ce programme-là, quand il y a des difficultés, effectivement, les travailleurs sociaux sont au niveau de cette maison d'arrêt là pour l'ensemble des mineurs, mais quand il y a des mineurs qui sont placés, qui ont des difficultés particulières, dans cette intervention-là, les travailleurs sociaux et qui font référence à un psychologue, voilà, et ensemble, ils essaient de travailler à stabiliser ces enfants-là. On a pu constater aussi au cours de notre enquête qu'il y a des sensibilisations à la citoyenneté et aux valeurs sociales. Donc, on a constaté qu'il y a des associations qui viennent et qui tiennent des sensibilisations sur un certain nombre de thématiques en lien avec la citoyenneté, avec les valeurs sociales, avec les questions de délinquance et de déviance. Et on a aussi le fait qu'il y a des activités culturelles et sportives qui sont là, voilà, et qui facilitent l'adaptation en détention pour ces enfants-là, pour ces mineurs qui sont placés dans ces ateliers. Alors, au-delà de tout ça, effectivement, tout n'est pas que rose. Voilà, tout n'est pas que rose parce que, quoi qu'on le dise, il y a des enjeux et il y a des perspectives en termes d'amélioration de ces ateliers-là. Parce que nous, au cours de notre travail, nous avons pu constater un certain nombre de défis au niveau de ce programme de la MACO particulièrement. Il y a des problèmes de financement, des ressources qui sont allouées au programme sont souvent insuffisants, de telle sorte que, voilà, il y a certaines activités, certains ateliers même qui sont obligés des fois d'arrêter parce qu'ils n'ont pas d'intrants. Ils n'ont pas d'intrants de couture, d'intrants de menuiserie, d'intrants de tissage. Donc, ils sont obligés d'arrêter leurs activités tout simplement par manque de financement, voilà, parce que voilà, il n'est pas... Ouais, en fait, il y a des problèmes de financement, on ne fait pas suffisamment pour ces ateliers-là, alors que c'est des ateliers, de notre point de vue, des ateliers qui contribuent énormément au processus de réinsertion des enfants. On a aussi le manque de suivi post-libération, voilà, donc peu de structures d'accompagnement après la sortie de prison, de telle sorte que certains moniteurs nous ont fait comprendre qu'eux-mêmes, ils sont obligés de suivre certains enfants qui passent par leurs ateliers parce que tout simplement, voilà, ils ont remarqué que certains enfants ont de la compétence, ils ont de la volonté pour pouvoir apprendre, mais voilà, de peur que l'enfant n'arrête une fois dehors, eux-mêmes, de par leurs propres moyens, ils essaient de rentrer en contact avec l'enfant une fois libéré pour pouvoir en fait l'aider à mieux faire ce qu'il a appris avec eux au niveau de la détention. Et aussi, ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est la persistance de la stigmatisation. Voilà. Donc, les échanges avec les familles des mineurs ont montré qu'il y a un certain rejet, voilà, par la communauté, par les familles. Voilà. Et cela complique effectivement la réinsertion. Voilà. Parce que des fois, la famille même ne croit pas que l'enfant a appris quelque chose. Voilà. Tellement le passé délinquant de l'individu fait qu'on ne pense pas qu'il ait changé. Voilà. On ne pense pas qu'il ait changé. On se dit que non, c'est toujours la même personne. Alors que, de notre point de vue, il est essentiel d'accorder une seconde chance à ces enfants-là. Alors, pour ce qui est des recommandations pour une meilleure insertion des mineurs, voilà, qui sont au niveau de ce programme-là, nous pensons qu'il faut renforcer les financements pour garantir la pérennité des formations. Là, il faut créer aussi un programme de suivi post-libération avec un accompagnement psychosocial et professionnel. Voilà. Et si possible, développer des partenariats avec le secteur privé pour faciliter l'accès à l'emploi
Voilà, pas à l'emploi, mais bon, pour faciliter l'accès au travail, voilà, l'accès à le perfectionnement. Parce que nous, on s'est rendu compte qu'il y a un travail d'initiation qui est fait. Maintenant, il faut parfaire ça, il faut perfectionner ça une fois dehors. Donc, il faut travailler avec le secteur privé peut-être pour aider au perfectionnement de ce que l'enfant a appris au niveau de la prison. Et aussi, en termes de recommandations, il faudra aussi sensibiliser les communautés à l'importance de la réinsertion sociale et à la seconde chance pour les jeunes en conflit avec la loi. Donc, il faut intensifier la sensibilisation, ne jamais arrêter, et je pense que ça peut porter fruit. Enfin, en termes de conclusion, on peut dire que la réinsertion sociale des mineurs en détention est un défi majeur qui nécessite des approches innovantes. Et nous pensons que le programme socio-professionnel à la MACO, voilà, offre des opportunités concrètes. Là, même s'il existe, il subsiste toujours des défis, voilà, par rapport à ce programme-là. C'est un lueur d'espoir. Et nous pensons aussi qu'une réinsertion réussie passe par un accompagnement global. Parce qu'actuellement, le programme il est un peu émietté. Donc, il y a lieu de pouvoir organiser tout ça dans un truc holistique, voilà, de telle sorte qu'on ait une formation, voilà, qu'on ait un soutien psychosocial, qu'on ait une sensibilisation des communautés et qu'on ait des activités de suivi post-carcéral. Parce que c'est à ce prix-là, évidemment, qu'on pourra en fait travailler de telle sorte que ces enfants-là puissent avoir une seconde chance. Donc, en gros, voilà ce que j'avais à vous livrer. Et puis, bon, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, Ama Tieni, de nous avoir fait cette présentation claire, synthétique et éclairante sur les services d'éducation non formelle qui sont offerts aux mineurs incarcérés à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. J'ai hâte de pouvoir en discuter davantage avec vous lors de la séance de questions-réponses. J'invite d'ailleurs les personnes qui sont avec nous et qui écoutent les présentations à déjà penser à leurs questions, quitte à les écrire tout de suite en utilisant la fonction Q et R, donc questions et réponses de Zoom. Ce qu'on va faire, c'est que on va prendre les questions et les transmettre à nos présentateurs. Ama, est-ce que vous pourriez arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse passer le flambeau tranquillement à Monsieur Eustache? Excusez-moi, je vais juste sortir ma fiche, je m'excuse. Alors, professeur Eustache Banza Nswamwe Anfunkwa est député national de la République démocratique du Congo et professeur ordinaire à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Kinshasa en République démocratique du Congo. Il est détenteur d'un PhD en technologie de l'éducation dans le domaine de l'éducation à distance de la Nanjing Normal University en République populaire de Chine. Et il est membre, par ailleurs, du comité scientifique de la DEASA, de la Distance Education Associations of Southern Africa. Et il nous parlera aujourd'hui de la réintégration communautaire des mineurs au Burkina Faso et en République du Congo. Et sans plus tarder, je l'invite à démarrer sa caméra et à commencer sa présentation. On n'a pas de son, donc il faudrait simplement remettre le son sur votre micro. Puis le partage d'écran, ça fonctionnait bien. OK. Vous me captez? Oui. Voilà. Merci C'est à vous. beaucoup, Frédéric. Merci, Camille. Merci, Marc-André. Merci, Tiani Hama, pour la présentation. Merci également à tous les participants. Avec plaisir, je vais pouvoir partager avec vous la réalité de la République démocratique du Congo en matière de prise en charge de jeunes délinquants et leur insertion. Et donc, je vais tabler sur 5 points. Je vais présenter d'abord la RDC très rapidement. Ensuite, je vais parler de l'état des lieux de la délinquance juvénile chez nous en RDC. C'est la République démocratique du Congo et non la République du Congo, parce qu'il y a 2 Congos. Voilà, 4, ça sera la stratégie qui est mise en place pour intégrer les jeunes, les mineurs.
Et puis enfin, on va parler du service national, ses missions, ses objectifs, qu'est-ce que j'ai encore. Sans plus tarder, la République démocratique du Congo est un pays en Afrique, vraiment au centre de l'Afrique, avec une population avoisinant les 100 millions de personnes, et puis avec plus de 2 millions et plus de kilomètres carrés, quoique nous sommes en difficulté pour le moment, mais nous finirons par récupérer la partie est de notre pays. Alors, concernant l'état de lieu dans les camps juvéniles chez nous en RDC, je voudrais signaler que depuis un certain temps, il a été observé une montée en flèche de la délinquance, des enfants qui raquettent, les autres qui, vous voyez la photo que j'ai présentée avant, maintenant je suis passé à la troisième partie, mais nous avons constaté qu'il y a des causes spécifiques. Suivante, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, nous avons l'absence de mécanismes de prévention. Il y a la pauvreté, il y a le manque de scolarisation et aussi l'oisiveté, des enfants qui ne font rien. Parmi eux, il y a ceux-là qui n'ont pas été à l'école parce que les parents n'ont pas pu être à même de pouvoir payer les frais scolaires. Et les autres y ont été, ont abandonné pour des raisons évidentes. Et d'autres ont terminé les études, mais manquant du boulot. Avec ça, on s'est retrouvé avec aussi le cas d'ignorance de loi, parce qu'il y a des enfants qui croient qu'ils sont autorisés à tout faire, et des fois, ils se retrouvent en prison. Et quand ils se retrouvent en prison, vous posez des questions, des fois, vous vous rendez compte qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils sont en prison. Alors, on s'est aussi rendu compte qu'il y a des parents qui sont irresponsables, qui ne prennent pas en charge la sauvegarde de leurs enfants et qui mettent au monde et après abandonnent les enfants. Ces enfants finissent par être dans la rue. Et ce sont des cas, la liste n'est pas exhaustive, ce sont des cas, des causes qui expliquent la montée en puissance de la délinquance juvénile. Et il y a aussi le problème de la satisfaction des besoins primaires. Comme Maslow disait, il y a le triangle de Maslow, il y a les besoins primaires. Et si ces besoins primaires tels que le manger, le fait d'avoir droit aux soins appropriés, le besoin d'être aimé, un enfant qui grandit avec cette carence affective finira par être ingérable. C'est parmi les causes, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est tout simplement pour donner une idée, pour que vous puissiez comprendre pourquoi les jeunes sont sur la rue. Alors, c'est vrai, nous avons constaté que les enfants sont sur la rue et dans la rue. Qu'est-ce que nous devons faire? Faudra-t-il les laisser aller en prison? Les garder pendant un temps, ils puissent leur peine, et quand ils terminent, ils reviennent, tout naturellement, ils vont récidiver. S'ils sont partis de l'autre côté, supposons qu'ils avaient des problèmes de faim. C'est un exemple. Ils sont en prison, là, on offre un repas. Ils purgent leur peine, et quand ils rentrent dans la société, le problème reste entier. Et donc, à ce moment-là, on n'aura pas résolu le problème. Et aussi, s'il fallait seulement les entasser, amener l'alphabétisation, la lecture. Et après, l'expérience nous a fait voir que quand c'est l'alphabétisation, la lecture, d'abord, il y a un désintéressement, il n'y a pas la motivation interne ou même externe. Ces enfants préfèrent ne pas suivre ça, préfèrent rentrer dans leur vie ancienne. Alors, beaucoup de réflexions au niveau de la République démocratique du Congo, au niveau du gouvernement de la République, au niveau de scientifiques, et on a trouvé l'option qu'il fallait trouver un autre chemin. Alors, le chemin qui a été emprunté et que nous empruntons, c'est le chemin du service national. Et donc, ce service national, c'est un organe public qui est attaché directement à la présidence de la République, chargé d'outiller les jeunes par la formation professionnelle. Alors,
la photo que vous voyez, ce sont les jeunes qui étaient pris main dans le sac et qui étaient envoyés en prison, mais c'était dit il fallait les transférer au centre service national pour pouvoir les former et faire voir à ces enfants qu'ils étaient une part entière de la société et que ces enfants pouvaient revenir dans la société et être utiles. Alors, qu'est-ce que le service national, comme organe, doit faire? C'est s'occuper de l'éducation de ces enfants, les encadrer et les mobiliser pour les actions civiques et patriotiques. Alors, le premier objectif, c'est pouvoir changer leur mentalité. Parce que si le mental est entamé, la suite est chaotique. Et pour que ces enfants puissent être disposés à changer, il faut une discipline consentie. Et là, vous vous rendrez compte que ces enfants délinquants, dans la plupart des cas, sont indisciplinés, irrespectueux, n'ayant peur de personne. Alors, il fallait les amener à un endroit où on devrait franchement pouvoir les éduquer. C'est ainsi que dans leur formation, il y avait, pour changer leur mentalité, il fallait les éduquer au civisme, au patriotisme, par exemple, la connaissance du pays, l'amour du pays, l'altruisme, et aussi pour qu'ils comprennent que le bien commun, les biens publics doivent être respectés. Pour qu'ils comprennent que là où commence leur liberté, c'est là où s'achève la liberté des autres, vice-versa. C'est ainsi que, sur la résolution des conflits, parce qu'on a aussi scruté, on a compris que ces enfants, en réalité, ne sont pas mauvais, mais tout simplement n'étaient pas pris en charge. Vous trouvez qu'une petite pomme de discorde, un petit conflit qui dégénère et qui amène à des pertes de vies humaines. Alors, c'est pourquoi et le module de résolution des conflits a été aussi introduit pour que les enfants comprennent qu'il y a possibilité de résoudre le problème pacifiquement, pas toujours dans la brutalité. Alors, on devait aussi les initier aux métiers professionnalisants. La construction, la maçonnerie, la menuiserie, la mécanique automobile et agricole, les opérateurs des engins, électricité, soudure, carrossage de véhicules, peinture, formation des boviers et soigneurs. Et pourquoi ces métiers dans un premier temps? Parce que ces enfants, tout en étant sur ces lieux de formation, apprennent également l'agriculture et ils apprennent aussi à construire, à façonner des briques, à fabriquer des bancs, à démarrer ou ce que je peux dire à réparer les véhicules et ainsi que les engins. Il y a la peinture, il y a la formation de boviers parce qu'ils commencent à élever aussi des vaches. Donc, c'est pour dire, on va revenir là-dessus, que quand on les forme, il ne faut pas qu'après formation, quand ils rentrent dans la vie active ou dans la société, qu'ils récidivent comme autrefois. Alors, comme on a dit, ce sont les missions, l'organisation des centres d'encadrement, l'éducation civique et patriotique, initiation de travaux de production agricole, professionnalisation éventuelle, formation paramilitaire et d'autodéfense. C'est vrai qu'on va se poser la question pourquoi paramilitaire ou d'autodéfense? Parce que dans l'identification des besoins en formation, avant que la formation ne commence, il y a certains enfants qui avaient exprimé la volonté ou la prédisposition à aller servir dans l'armée ou dans la police. Et là, il fallait voir dans quelle mesure ajouter des modules à leur formation et aussi, ça servait à la discipline. Parce que ces enfants, quand ils arrivent là-bas, une semaine, 2 semaines, 1 mois après, la discipline retourne et ils commencent à respecter les ordres et données. Et il y a aussi la transformation progressive de ce qu'ils produisent. Il y a la transformation des centres de production, ça c'est ce qui s'est fait là-bas, je ne peux pas vous prendre trop de temps. Il y a la promotion des valeurs socio-culturelles, l'amour du pays, solidarité, tolérance. Et ceci, comme je l'ai dit, nous sommes un pays avec 26 provinces, plus de 254 tribus,
Et donc, c'est énorme. Ces enfants, quand ils viennent de diverses origines, en les mettant ensemble, c'est une sorte de boissage et les gens peuvent vivre ensemble, peuvent se tolérer. Il y a la transformation des centres de production, il y a la transformation des centres en véritable laboratoire où sont expérimentées leurs théories. Nous allons voir tout à l'heure là ce que ces enfants ont pu faire. Alors, il y a la transformation de services, il y a la transformation des centres en cadre idéal, il y a l'encadrement des militaires qui sont en fin de carrière, en vue de leur insertion dans le développement intégré et leur participation à la production et à la reconstruction. Il y a ceux-là, les militaires qui vont aller bientôt en retraite, qui viennent, qui apprennent aussi certains métiers et qui sont encore disposés à être utiles à la communauté. Alors, comme organisation administrative, il y a le commandement central, c'est un général d'armée qui est à la tête. Nous avons les antennes provinciales et nous avons 3 départements, département de la conscience, département de la vigilance, département de la défense civile. Et le gros centre expérimental se trouve à Kanyamakasese, c'est dans la province du Olomami, dans l'ex-Katanga. Alors, quels sont ces enfants qu'on amène au centre national pour l'encadrement? À l'origine, c'était des volontaires. Donc, quelqu'un qui a fait l'agronomie, qui a fait l'économie, pouvait bien aller et beaucoup étaient partis. C'était la première promotion. Et la deuxième promotion, c'était les obligés. Non, pas la deuxième promotion. La deuxième phase, deuxième étape, je voulais bien dire, les obligés. Donc, ce sont ces délinquants juvéniles, des bandits, une fois arrêtés par la police, au lieu qu'on les transfère dans une prison fermée, on les amène dans ce centre où ils reçoivent la formation. Ils ont un repas chaud chaque jour et petit à petit leur expliquer. Et ça, c'est dans le sens de changer leur mental pour dire qu'ils peuvent mieux vivre qu'en cherchant à racketter ou à voler. Et il y a aussi les jeunes désœuvrés. Au service national, nous avons des jeunes gens qui ont eu les diplômes, mais qui n'ont pas trouvé du boulot, qui ont estimé bon de rentrer ou d'aller au service national apprendre des métiers. Et ils sont dans les différentes cohortes, d'autres ont déjà terminé. Et nous avons aussi des délinquants qui vivent dans leur maison, dans la maison de leurs parents, quoi. Alors, les parents constatent qu'ils n'en peuvent plus. L'enfant devient supérieur par rapport à papa, maman et consorts. Donc, quand cet enfant parle, tout le monde doit se taire à la maison. Et ses parents, eux-mêmes, amènent ces enfants au service national. Et après formation, ces enfants rentrent et à la grande satisfaction de parents et de gens du quartier. Alors, parmi les filières de formation, nous avons l'éducation civique et patriotique, nous avons l'initiation à la production agricole, nous avons l'initiation au développement intégré, nous avons l'animation culturelle, nous avons l'éducation sanitaire, apprentissage des langues nationales. Comme je l'ai dit, nous avons 4 langues nationales. Ce n'est pas évident que tout le monde parle les 4 langues. Alors, c'est l'occasion pour faire le brassage. Comme ça, un enfant qui termine au service national, s'il a la chance de pouvoir trouver du boulot dans une autre province, qu'il ne puisse pas trouver la barrière linguistique. Alors, nous avons aussi l'encadrement socio-psychoculturel. Donc, tout ce qui est basé sur les fondamentaux de la société, du psychologique et du culturel. Il y a aussi l'encadrement spirituel. Il y a Dieu qui existe, il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les musulmans, il y a ceux-là qui ne prient pas, mais du moins, on amène les gens à comprendre que l'amour du prochain, c'est quelque chose de plus important. Parce que si on aime quelqu'un, on ne peut pas le blesser par couteau. Si on aime quelqu'un, on ne peut pas voler ses biens. Quand on aime quelqu'un, on ne peut pas le brutaliser, ainsi de suite. Et quand on aime le pays, on ne peut pas trouver une université construite, vous commencez à casser parce que vous êtes étudiant. Parce que la délinquance, ce n'est pas seulement ceux-là qui sont sur la rue, quoi. Voilà. Il y a aussi l'éducation physique et sportive. Je peux vous rassurer que nous avons des filles au service national quand elles vous font des katas et quand ils ont des moufles, des gants, vous vous rendrez compte que c'était un endroit idéal pour pouvoir former ces enfants. Il y a aussi l'éducation à la vie,
l'initiation au REI, comment cadencer la discipline paramilitaire. Il y a aussi l'initiation au règlement et discipline militaire pour que ces enfants qui étaient déjà hors normes, hors loi, il fallait ces différentes matières pour les remettre sur le rail. Et je peux vous rassurer que ces enfants, quand vous les rencontrez, c'est lui qui les a rencontrés avant d'aller au service national et c'est lui qui les rencontre aujourd'hui. C'est dit, tout est possible quand on y croit. Alors, ces formations organisées, il y a des formations de courte durée en termes de mois. Il y a des formations de longue durée allant d'une année à 5 ans. Mais dans la plupart des cas, comme je vous l'ai dit au départ là, il y a ceux-là qui viennent, après avoir identifié les besoins de formation, qui disent qu'ils vont suivre les différentes formations là, mais l'ultime destination, c'est aller dans l'armée ou dans la police, excusez-moi. Et donc, ceux-là qui doivent aller dans l'armée ou la police font 5 ans. Et les autres, ça dépend. Une année, il peut dire ça suffit, je suis outillé, il peut être utilisé. 2 années ou 3 années, ainsi de suite. Alors, quand on a formé les enfants, on a identifié la population cible. Et après la formation, avant de breveter les enfants, il faut évaluer les acquis. Parmi eux, il y a ceux-là qui ont été à l'école. Il y a d'autres qui n'ont pas été à l'école. Il y a d'autres qui y étaient, mais qui n'étaient même pas arrivés à bout. Alors, comment évaluer ces enfants? Donc, nous avons mis au point 2 critères au niveau de la République démocratique du Congo. Le premier critère, c'est l'assiduité ou la présence à la formation. Deuxième critère, c'est la performance. Et c'est ici où il y a une petite analyse comparative entre ce que l'enfant était avant la formation, pendant la formation et après la formation. Et quand on se rend compte qu'il y a une progression positive, on se dit effectivement, il y a eu impact. Cette formation a eu de l'impact sur cet enfant. Mais si on se rend compte que l'enfant reste le même avant la formation, pendant la formation, après la formation, c'est que la formation n'a pas pu réussir. Alors, maintenant, quand on a évalué, on a les résultats. L'étape suivante, c'est maintenant décerner les papiers en fonction des mérites. Nous avons des types de certification. La première certification, c'est le brevet des bâtisseurs. Ceux-là qui ont participé, on leur donne le brevet des bâtisseurs. Mais ceux-là chez qui on a observé l'évolution crescendo de la performance, à ceux-là, on accordait les brevets de formation avec filière. Alors, nous avons parlé des objectifs, des missions, population cible, type de formation, c'est qu'on doit octroyer après la formation. Maintenant, après la formation, quand ils ont leur brevet, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ces enfants ont devant eux quelques possibilités. La première possibilité, c'est de rentrer en famille. Et quand cet enfant rentre en famille, ce n'est pas pour aller croiser les bras. Il devient entrepreneur. Les cas font les gens ici à Kinshasa. Quand dans leur famille, l'enfant rentre avec le concours de la famille élargie, des parents et consorts, ils mettent au point de petites activités en termes d'entrepreneuriat. Et il y a d'autres qui organisent des startups pour commencer, soit en maçonnerie, commencer à façonner des briques compactées et commencer à construire ci et là. Et il y a d'autres qui ont dit non, eux ne partent plus, ils restent au service national. Comme je vous ai dit, les différentes formations, nous avons ceux-là qui construisent, ceux-là qui façonnent des briques, ceux-là qui installent tout ce qui est électricité, ceux-là qui doivent s'occuper de bovins, tout ça, ainsi de suite. Et ils ont beaucoup d'engins, si je peux dire, les engins agricoles et les autres engins. Au lieu d'aller chercher la main-d'œuvre ou les mécaniciens dehors, le service national se prend des gens en charge avec ces enfants-là. Et si vous les voyez en train de faire le boulot, vous poserez des questions.
mais tout ce temps, nous étions où pour pouvoir prendre en charge ces enfants. Il y a ceux-là qui, comme je l'ai dit, qui avaient pris l'option d'apprendre le métier et d'aller dans la police ou dans l'armée. Et tout naturellement, dans la police, il y a des mécaniciens, il y a des maçons, il y a toutes sortes de boulots, ainsi de suite, aussi dans l'armée. La police et l'armée, ce n'est pas toujours qu'on a seulement l'arme à la main, mais on peut être dans le service des génies pour la construction, pour l'aménagement du territoire, et qu'est-ce que j'ai encore. Et beaucoup sont partis intégrer la police et d'autres sont partis intégrer l'armée. Et les rapports. Pardon, Les je vais rapports. vous inviter à conclure bientôt parce qu'on voudrait quand même garder quelques minutes de discussion. Merci beaucoup, je termine déjà. Et d'autres ont voulu bien parfaire leurs études après là-bas pour qu'ils entrent dans les filières et aller dans les études. Alors, ici sont les statistiques que je refuse de vous saquer les oreilles. Ce sont l'évolution de ceux-là qui ont été formés depuis 98 ans. Et les prévisions, c'est 5 000 jeunes délinquants et volontaires pour 2025. Voilà. Alors, ces enfants, après avoir été recrutés, sont restés au service national. Ils ont fabriqué des bancs. Mon université a reçu 2000 bancs. Une autre université a reçu 500 bancs. Une autre école de commerce a reçu 500 bancs. Une école secondaire a reçu 500 bancs. Donc, l'œuvre de ces jeunes gens. Et vous voyez qu'ils ont réhabilité et construit des écoles. Ils ont aussi produit plus de 25 000 tonnes de maïs. Ils ont réhabilité les infrastructures sanitaires médicales, cas de l'hôpital Kitambo. Quand on viendra au Congo, vous verrez. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que ces jeunes gens, on avait pris les filles et les garçons, après la formation au niveau du service national, étaient envoyés en Afrique du Sud, à Pretoria, pour la formation de machinistes. Donc, moi, nous vous parlons ici, nous avons des jeunes gens qui conduisent les trains de service national, qui étaient des bandits, des Koulouna, comme on les appelle ici, et ils étaient partis en formation, ils sont utiles, on verra la photo très rapidement, et d'autres pour la salubrité qu'on sort. Donc ici, si vous voyez à droite de votre gauche, il y a la locomotive. C'est là où tous ces enfants qui étaient partis en formation sont rentrés, ils s'occupent de travaux du service national. Voilà, ça sont les bancs qui avaient été distribués, et là, c'est le président de la République qui était parti visiter le centre à Kanyama-Kasese. De toute façon. Alors, il y a les défis d'installation. Ça, c'était juste pour vous faire voir qu'il y a les besoins des budgets, déplacer les produits, comme ça, ce sont des défis qui peuvent être liés. Mais je voulais juste insister sur une chose. Nous, quand nous avons commencé cette formation, nous sommes dit que nous devons rester dans les normes éducationnelles. Est-ce que l'innovation, l'entrepreneuriat et le développement local étaient visés? Est-ce que ces services pouvaient permettre aux enfants de passer à la pratique, à l'entrepreneuriat, à la collaboration, partage du savoir? Et je peux vous dire que ça nous a permis d'amener ces enfants à la résilience locale. Alors, maintenant, pour vérifier que cette formation a été effective et efficiente, nous avons apposé les programmes de service national aux théories éducatives existantes pour voir ces enfants qui vont apprendre plus par la pratique que la théorie. Est-ce que les théories éducatives en la matière étaient respectées? C'est ainsi qu'il y a une liste de théories éducatives qui ont été utilisées: le constructivisme, learning by doing de John Dewey, connectivisme, apprentissage tout au long de la vie, théorie de l'autodétermination, il y a eu la motivation intrinsèque, le besoin de compétences, besoin d'autonomie, besoin de liens sociaux. Et nous avons aussi le socioconstructivisme, il y a la communauté de pratique, la médiation par les outils, et aussi la pédagogie critique, la démocratisation du savoir. Donc, on a donné à ces enfants la possibilité de choisir ce qu'ils veulent apprendre pour leur avenir. Alors, la dernière théorie, c'est la théorie des intelligences multiples. Nous avons valorisé les divers talents de ces enfants. Parce qu'au départ, on disait que ce sont des bons ariens. Et on se disait, bon, même ces enfants ne pouvaient même pas avoir les facteurs G. Mais on a démontré, à partir de la République démocratique du Congo, que ces enfants, au-delà d'avoir les facteurs G, ils ont aussi les facteurs spécifiques qui constituent l'intelligence d'une personne. Et donc, c'est aussi sur le plan éducationnel une joie que nous avons pu avoir. Donc, ce sont les perspectives d'avenir, les ambitions et consorts. Du reste, je voudrais vous dire merci pour votre attention.
Ben, je vous remercie de votre présentation. On n'aura pas malheureusement suffisamment de temps avec les interprètes pour passer à à une séance de questions-réponses avec interprétation, mais j'aimerais quand même, si vous l'acceptez, vous garder quelques minutes de plus pour qu'on puisse avoir au moins l'enregistrement d'une conversation. Je m'en voudrais de vous laisser aller sans vous poser quelques questions et sans vous laisser à vous et Amma la chance d'échanger entre vous. Je pense que c'est ça l'objectif de ces webinaires, de créer des liens, pas juste entre nous et des chercheurs à l'international, mais aussi entre des chercheurs eux-mêmes pour éventuellement faciliter la collaboration et l'entraide et les échanges sud-sud, nord-sud, etc. Je vous remercie sincèrement d'avoir partagé vos travaux avec nous. Amma, vous pouvez allumer votre caméra, on sera à trois sur l'écran, ça sera plus convivial. Je me pose, je me permets une petite question toute simple pour commencer la discussion. J'ai visité le Sénégal il y a quelques années dans le cadre d'une formation qu'on donnait à des travailleurs sociaux là-bas, et puis on a visité quelques maisons d'arrêt et notamment une maison de détention pour jeunes contrevenants. Et ce qui semblait être le cas, c'est que la majorité des enfants qui sont incarcérés pour des raisons, somme toute, pour essentiellement avoir commis le crime de vagabondage. Donc, c'est pas nécessairement des jeunes délinquants organisés, c'est pas des bandes criminalisées, c'est des jeunes qui sont désœuvrés et qui sont parfois raflés à coups de 15 ou 20 individus d'un coup pour être incarcérés et qui sont en attente de procès pendant très longtemps. Ils finissent parfois par être libérés parce qu'on ne trouve rien quant à eux. Je me demandais si c'était similaire en RDC et au Burkina, et si c'était ou si c'était davantage des jeunes qui étaient inféodés ou euh, qui étaient pris dans des bandes criminalisées et qui étaient donc au début d'une carrière criminelle. Donc, Ok, peut-être en premier tour de parole, Amos, si, d'accord. Ok, pour ce qui est des enfants qui sont incarcérés dans les établissements pénitentiaires du Burkina Faso, euh, il faut dire que ceux qui sont au niveau des prisons, c'est ceux-là qui n'ont pas bénéficié de mesures alternatives. C'est-à-dire que lors du procès, euh, les magistrats peuvent décider de placer ces enfants-là dans des centres de réinsertion, d'éducation et de réinsertion sociale. Donc, nous avons un certain nombre de centres au nombre de trois. Voilà, donc les magistrats peuvent décider de placer ces enfants-là au titre des mesures alternatives à l'incarcération. Maintenant, le travail que moi j'ai effectué dans le cadre de mes études, en fait, a fait référence beaucoup plus aux enfants qui n'ont pas bénéficié de mesures alternatives et qui sont condamnés, qui sont au niveau des maisons d'arrêt de correction. Est-ce que vous voyez? Donc, en fait, c'est comme si on a deux dispositifs. Le premier dispositif, on privilégie les mesures alternatives, c'est-à-dire que soit les placements, soit les remises aux parents et tout ce que vous voulez comme mesure alternative. Et la deuxième hypothèse, c'est que l'enfant peut être condamné à purger une peine au niveau de la maison d'arrêt. Et en ce moment, c'est en ce moment que ces ateliers-là, ces programmes-là sont très intéressants de mon point de vue. Parce qu'elle permet à ces enfants-là qui ne sont pas allés dans des centres, qui n'ont pas été remis à leurs parents, ça leur permet d'apprendre quelque chose en attendant de purger leur peine. Alors, et la plupart de ces enfants que moi j'ai rencontrés, une vingtaine, dont une fille, euh, il faut dire que c'est des enfants effectivement qui ont commis un certain nombre voilà, d'infractions. Voilà. Et ce n'est pas forcément qu'ils étaient en groupe ou bien qu'ils étaient dans des bandes de criminels. Voilà. C'est des enfants qui ont commis voilà, des infractions, soit des vols, soit des bagarres, ou il y a eu des homicides, et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas dans le cadre des gangs organisés. Non, non, non. Voilà. OK. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est surtout le fait qu'au niveau du Burkina Faso, il y a cette volonté politique-là et il y a un cadre juridique qui met beaucoup plus l'accent sur les mesures alternatives à l'incarcération. Donc, les magistrats, c'est carrément un dernier ressort qu'on condamne un enfant. Sinon, ils explorent toujours les mesures alternatives. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à la question.
Merci beaucoup. Je Et de côté de la RDC? Voilà. Simplement Euh, peut-être le profil des jeunes qui se retrouvent en prison. voilà. Je prends quelque chose au niveau de mon ami Ama. Je Oui. salue, à qui je souhaite bonne chance pour la thèse, j'avais oublié. Et donc, Merci. c'est comme il l'a dit, en principe, ce ne sont pas des gangs, comme on le dit, mais ce sont des gens qui sont hors la loi. Ces gens qui sont hors la loi, ils sont traités dignement conformément. Vous savez, au Parlement, je suis dans la Commission des droits de l'homme, donc j'y veille complètement. Donc, ce sont des enfants qui, devant leur juge naturel, il y a aussi des avocats. Quand on constate que ce sont des faits négligeables, ces enfants, on les envoie pour l'encadrement, pour qu'ils ne puissent plus récidiver. Donc, pour que ce soit l'état de droit, parce que ces enfants font du n'importe quoi, on les laisse, les autres vont récidiver, les autres vont imiter, emboîter les pas. Et donc, les choses se passent correctement en protégeant les prisonniers, qu'ils soient adultes ou enfants. Mais là, c'est dans le respect de l'art, les avocats arrivent et pour pouvoir accompagner leurs clients. Mais une chose est vraie, depuis un certain temps, il y a cette collaboration entre le ministère de l'Intérieur, la présidence de la République, le ministère des Droits humains et Action humanitaire, et que sais-je encore, des communs accords et la formation professionnelle, ainsi que l'éducation nationale. Des communs accords, les enfants qui sont en âge scolarisable. Quand on voit devant la justice que ces enfants peuvent être récupérés, on les met dans la filière éducative, ils intègrent l'école en trouvant les frais pour eux pour qu'ils aillent apprendre. Ceux-là qui veulent aller à l'université, on le fait de même. Mais les autres, on les amène au centre national, au service national. Après formation, ils reviennent. Mais ceux-là, pièce de conviction. Et la loi reste la loi, elle est dure, c'est la loi. Mais là, ils sont sanctionnés conformément à leurs actes. Ils ne sont pas sanctionnés parce qu'il y a quelqu'un qui tient à ce qu'ils soient sanctionnés. Donc, c'est en fonction de forfaits commis, quoi. Voilà un peu ce que je peux dire. OK. Mais justement, ça me permet de passer à une question un peu plus large sur le contexte de l'éducation au milieu carcéral. On sait en Afrique en général, en RDC, au Burkina Faso en particulier, il y a d'autres enjeux, que ce soit économiques, politiques, sociaux, des enjeux de conflits armés ou bref. On sait qu'il y a des enjeux, il y a des enjeux similaires à travers le monde. Dans ce contexte, ça peut être difficile de prioriser ou de présenter l'éducation en prison ou le droit des personnes incarcérées comme valant la peine de dépenser des ressources qui sont toujours limitées, en fait. Et on sait qu'aucun gouvernement n'est élu en promettant de bâtir des belles prisons. Et donc, dans ce contexte, comment est-ce que vous envisagez d'influencer l'opinion publique ou certains décideurs clés pour favoriser la compréhension des enjeux sociaux de l'éducation en prison et surtout les bienfaits de l'éducation en prison. D'après vous, quelle serait la meilleure stratégie pour éveiller les consciences à l'importance de l'éducation sous toutes ses formes en milieu carcéral? Oui, allez-y. Oui, je voulais dire que la chance que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a une franche collaboration entre les politiques et les scientifiques. C'est ça un point de départ très, très positif. OK. Parce qu'imaginez-vous, les jeunes, au fur et à mesure qu'ils grandissent, quand ils traversent la période de la puberté, ils deviennent brutaux. Ils vont toujours commettre des délits. Même si vous construisez 1000 prisons, ils y seront toujours. Mais la meilleure des façons, c'est d'anticiper. Et c'est ça la stratégie que nous avons ici. C'est vrai que ce n'est pas facile. Il y a un problème de budget. Mais déjà, vous avez vu dans ma présentation, on a dit qu'on a sorti de cette ferme-là 25 000 tonnes de maïs. Et quand ces maïs sont revendus, il y a quand même un peu d'argent qui rentre pour pouvoir accompagner les autres enfants qui vont pouvoir arriver. Donc, au lieu de les mettre dans une prison, ils ne foutent rien, ils ne font que manger et bavarder, mais vaut mieux le mettre là où ils peuvent être productifs, parce qu'à la fin, eux-mêmes vont sortir avec un renforcement des capacités. Et au-delà de ce renforcement des capacités, ils auront la possibilité soit de rester travailler ou d'aller trouver un autre travail
rémunérateur qui pourra permettre à ces enfants de devenir aussi, c'est un cas que je ne vais pas citer, il y a notre école de criminologie qui avait suivi aussi quelques petits délinquants. Ils avaient formé, ils avaient donné un peu de force de soudure et consorts. Et je vous dis que ces jeunes gens deviennent maintenant des relais sociaux. Ce sont eux qui commencent à expliquer aux autres enfants, ça ne sert à rien d'aller là-bas, venez travailler. C'est vrai que le chemin est long, mais nous avons la chance, le gouvernement et nous, les scientifiques, et même au niveau du Parlement. Donc, nous voyons dans la même direction pour que nous puissions, dans la mesure du possible, ce n'est pas facile, c'est vrai, mais on y va. Parce OK. que les délinquants, on en aura toujours. Oui, ouais, malheureusement. Du côté du Burkina, Ok, d'accord. Par rapport à cette question, ce que je peux dire, c'est un peu pour rejoindre Eustache pour dire qu'en fait, il y a effectivement cette volonté-là, effectivement, de faire tout sur le plan non seulement juridique, voilà, à travers des cadres juridiques, à travers des politiques, pour pouvoir en fait éviter la prison aux enfants. Et d'ailleurs, le gouvernement qui est en place actuellement, je pense que, ils ont très bien compris la chose parce que le fait même déjà de remplir les prisons, voilà, le fait même d'incarcérer déjà, c'est des citoyens, c'est une prise en charge alimentaire, c'est des dépenses en quelque sorte. Et je pense qu'il y a une loi qui vient d'être votée, qui a été votée cette année même par l'Assemblée nationale, c'est la loi sur le travail d'intérêt général. Et particulièrement, j'ai eu la chance voilà, d'être auditionné à l'Assemblée nationale par rapport à cette loi-là, où j'ai pu aussi quand même donner un certain nombre de contributions par rapport à cette loi. Mais ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'ai espoir pour les enfants parce que les gens prennent conscience. Voilà, les gens prennent conscience du fait que la prison n'est pas toujours le meilleur moyen. Voilà. Parce que, comme Eustache l'a dit, à partir d'un certain âge, c'est tout à fait normal que l'individu puisse tomber. Mais il faudra travailler à l'aider à se relever. Et je pense que les gens sont conscients de cela. Maintenant, là où se pose le problème, c'est que très souvent, nous avons des très beaux, des très beaux textes, des politiques qui sont bien ficelées, voilà, des lois qui sont impeccables, mais dans la mise en œuvre, dans l'effectivité, on a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup à faire pour que ça soit des fois effectif. Donc, pour moi, c'est là-bas. Et il faut toujours continuer à plaider. Il faut surtout que la société civile, les intervenants pénitentiaires puissent véritablement s'intéresser davantage à la situation des enfants dans les prisons. Voilà. Voilà. Parce que tout viendra d'eux. Voilà. Très souvent, ce que l'État n'arrive pas à faire, eux, ils arrivent à faire. Ils complètent l'État, en fait. Voilà. Et je pense qu'il faudra aussi travailler au niveau de ces intervenants pénitentiaires, de ces ONG, de ces associations, pour les amener à s'intéresser à la question de l'enfant incarcéré. Et je pense qu'on a espoir que ça va aller. OK. Puis je vais conclure avec une question partiellement intéressé. En tant que chaire UNESCO, on a l'envie et le devoir, je dirais même, de collaborer avec des partenaires, comme je le disais, du Sud global, pour faciliter les transferts de connaissances, les transferts de ressources, etc. Mais je parle aussi pour les autres chaires UNESCO qui ne sont pas nécessairement spécialisées dans le domaine de l'éducation en prison ou d'autres, même des institutions d'enseignement ou même voir nos services correctionnels comme tels. Quels seraient, de votre point de vue, les besoins, quels sont essentiellement vos besoins, mis à part, on dit, des ressources financières, évidemment, mais comment est-ce que les institutions du Nord ou les autres, les institutions de la francophonie même pourraient vous aider là, concrètement à mieux, à améliorer les services pour les personnes incarcérées, mais aussi à mobiliser les connaissances que vous avez déjà acquises sur le sujet. Alors, je prends la parole si c'est Oui, possible. Ok, d'accord. Par rapport à cette question, moi, je suis là en tant que chercheur, donc je ne peux pas me prononcer comme ça sur les besoins de l'administration, bien vrai que je relève de l'administration mais ça peut pénitentiaire. être vous en tant que chercheur aussi, là. Mais ouais, en tant que chercheur, ce que j'ai constaté sur le terrain, je sais que
il y a un besoin de renforcement des compétences au niveau des acteurs. Voilà, au niveau des acteurs, parce que quand on prend le cas du Burkina Faso, au niveau des prisons et notamment au niveau des quartiers pour mineurs, il y a non seulement des travailleurs sociaux qui sont là, il y a des moniteurs qui sont là, il y a la garde de sécurité pénitentiaire qui est là. Ils n'ont pas forcément le même niveau, ils n'ont pas sûrement la même compréhension de la question de l'enfant, la question des droits de l'enfant, ils n'ont pas la même compréhension. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il y a lieu, évidemment, de mettre les gens au même niveau et les accompagner. Voilà. Et le système, travailler à ce que le système dans son ensemble soit encore plus fort. Voilà. Parce que les acteurs, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Il y a le ministère de l'Action humanitaire et de la solidarité, il y a le ministère de la Justice, il y a les forces de défense et les OPJ, les officiers de police judiciaire et autres. Et tous ils interviennent dans la chaîne. Il y a les magistrats qui sont en première position. Tous ces acteurs-là interviennent dans la gestion de ces enfants-là. Donc, il y a lieu véritablement de travailler à ce que le système soit plus fort et le système soit beaucoup plus protecteur des droits des enfants. Donc, c'est ce que moi je vois en tant que, voilà, ce que je vois comme solution pour pouvoir en fait pérenniser, pour pouvoir en fait aider, contribuer à la réalisation des enfants. C'est ce que je... Parfait, merci beaucoup. Et puis, Eustache? Merci, Frédéric. Vous avez dit une petite question, mais elle est très grande, hein. Oui, 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 je sais. Souvent, dans les petites questions se trouvent les plus grandes réponses. Pourquoi? Je vais peut-être donner quelque chose en bref, mais je Oui. pense que je reviendrai à vous avec un peu de Le canal détails. de communication est ouvert, évidemment. On Exactement. peut en discuter dans d'autres contextes. Ouais. Ce qui est vrai, c'est que la situation qu'on vient de présenter, c'est la situation principalement de la capitale, de Kinshasa. Et nous avons 26 provinces. On n'a pas tablé sur les autres provinces. Vous me suivez? Oui, absolument. Voilà. Et donc, on a plus travaillé sur les jeunes délinquants qui devaient aller à l'hôpital, pardon, sorry, euh, à la prison centrale de Kinshasa. Mhm. Mais il y a une prison centrale presque dans chaque province. Donc, ça nous permet de faire aussi un état des lieux. Un état des lieux et aussi identifier les besoins en formation. Donc, ça, il faut être sur le terrain. C'est pourquoi j'ai dit, on va pouvoir revenir à vous. Il y a beaucoup de questions à soulever. Si vous permettez, d'ici la semaine prochaine, je reviendrai à vous avec un peu de détails. OK, parfait. Merci. Il y a une question du public que je vais quand même me permettre de poser, puis on va conclure avec ça. Comment est-ce que par quelle voie est-ce que les personnes ressources qui travaillent dans le système de formation, soit au système au service national, soit dans le système pénitentiaire comme tel, par quelle voie ou par quelles ressources est-ce qu'elles sont formées, ces personnes-là? Euh, Oui, allez-y. je réponds. Oui. Dieu merci, la question arrive et je n'ai pas pu mettre dans le PPT. Ici, nous avons recouru à l'expertise. Nous avons recouru à l'expertise. Nous avons été très regardants à ce niveau-là. OK. Donc, quelqu'un qui vient enseigner doit d'abord être lui-même qualifié dans cette matière-là. Donc, on ne voulait pas prendre des gens qui viennent, qui sont sous-qualifiés pour venir faire de l'aventure. Que ce soit pour la maçonnerie. À titre d'exemple, nous avons pris ceux de l'IBTP, Institut national de bâtiments publics. Nous avons pris ceux de l'Académie des beaux-arts et donc et ceux de Polytechnique, tout ce qui est engin et consort. OK. Pour ce qui est sociétal, nous avons pris les collègues de sciences sociales, administratives et politiques qui étaient aussi associés. Et pour les questions de droit et de devoir, ce sont les amis de la faculté de droit qui étaient pris. Alors, pour ce qui est des autres métiers, bref, la sélection, elle était très rigoureuse. Donc, on ne pouvait pas y aller parce que ce sont des enfants. Et aussi, on y avait associé des psychologues. Parce que les jeunes qui sont à l'âge de la puberté, la délinquance juvénile, il fallait à tout prix. C'est lui qui devait comprendre leur comportement et proposer des solutions adéquates quant à ceux. Voilà un peu. OK. Merci beaucoup. Et Ama? OK, pour ce qui est de la formation des moniteurs, ce que j'ai pu constater, c'est les surveillants de prison, la garde de sécurité pénitentiaire, c'est parmi elles
qu'on trouve. Et c'est là aussi l'un des défis du système. Voilà, parce que ces personnes-là, elles ont des connaissances soit en menuiserie, soit en couture, soit en tissage, et elles sont identifiées par l'administration pour pouvoir en fait initier les enfants. Et voilà pourquoi j'ai parlé de la question du renforcement des compétences, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une certaine spécialisation de la garde de sécurité pénitentiaire, voilà. Mais elle est encore lente, vu, comme vous l'avez dit tout de suite, il y a un certain nombre de défis qui sont là, voilà. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, c'est comme si ça est là, mais c'est un peu lent. Donc, c'est des volontaires qui sont parmi soit les travailleurs sociaux, soit au niveau de la garde de sécurité pénitentiaire et qui ont des b.a.-ba sur ces métiers à l'intérieur. Ce sont ces personnes-là qui sont cooptées pour pouvoir initier les enfants. Mais il y a aussi des intervenants pénitentiaires, des gens qui interviennent en prison et qui sont en fait appelés à contribuer. Voilà, surtout pour les questions d'alphabétisation. La plupart du temps, voilà, ce sont ces personnes qui interviennent déjà en prison, qui sont utilisées comme moniteurs pour pouvoir outiller les enfants. Donc, en gros, voilà, c'est ce que je peux dire. OK. Ben, je vous remercie vraiment sincèrement de votre générosité, de votre esprit de synthèse. Sincèrement, on en ressort avec beaucoup plus de questions, mais ce qui est toujours bon signe. C'est pas parce que les choses n'étaient pas claires ou parce qu'on se demande ce que vous faites là. Sincèrement, je vous remercie d'avoir pu éclairer nos esprits sur cette question-là, sur le droit des enfants à être éduqués, même ceux et celles qui passent pas nécessairement par le chemin le plus court pour se rendre à destination, mais vous l'avez bien démontré, la destination, elle est possible quand on y met l'effort. Je vous invite quand même, comme on vous l'a demandé avant le webinaire, à rester quelques minutes avec nous, échanger de manière plus informelle, et puis je pense qu'on peut mettre fin aux échanges. Merci aux personnes qui étaient présentes. Soyez sans crainte, le webinaire sera enregistré et déposé sur notre chaîne YouTube sous peu. Et les PowerPoint, donc les présentations diapositives de nos présentateurs, seront disponibles sur notre site Internet. Et donc, je vous remercie. Je vous invite aussi en même temps en novembre prochain, je crois que c'est le 5 novembre, à notre prochain webinaire. Merci beaucoup. OK, merci.